Bien, alors aujourd'hui, nous allons essayer de continuer notre cours sur justement ces fausses images d'Épinal, à savoir les Imaot et la manière dont on les perçoit. Fausses images d'Épinal parce qu'effectivement, comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, nous nous trouvons en présence de femmes hors du commun qui ont, au travers de différents détours, déterminé le destin du Ham Israël. Donc effectivement, ce ne sont pas des saintes, entre guillemets, ça n'existe pas dans notre monde. Et elles ont agi avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de doigté, comme on l'a déjà dit au dernier cours. Alors je voudrais un petit peu revenir, parce qu'on a été un petit peu vite, sur l'histoire de Sarah Imenu. Lorsque, en tout cas, elle essaye de faire comprendre à son mari, sans lui parler d'ailleurs, que la bracha ne doit pas passer par celui qu'il préfère, en tout cas en ce qui concerne Sarah plutôt, lorsqu'elle lui dit il faut que tu te comportes, écoute-moi, va vers Agar et par elle passera ta descendance. En tout cas, effectivement, nous avons vu la dernière fois que Hachem avait bien dit tu dois, donc j'essaie de retrouver le texte parce qu'il est quand même assez explicite, obéis tout ce que te dit Sarah, conforme-toi à sa voix, ce qui veut dire obéis-lui même si le contenu de ses paroles ne te plaît pas, et confiance en son jugement, sa perception des choses étant plus profonde. Alors cette lucidité, cette intransigeance, Rachi, notre commentateur, il décèle la preuve que Sarah dépassait Abraham dans ce qu'on appelle la névoie, le degré de prophétie. Et en effet, l'héritage de Abraham ne pouvait pas se partager entre l'impie d'un côté et le juste, et il fallait donc exiger le renvoi d'Israël. Mais en tout cas, les textes rapportent bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que les choses se sont faites, et bien sûr, c'était une épreuve quand même très difficile que le couple a traversée. Et les sages ont fait cette remarque, à savoir que les patriarches étaient dans une certaine mesure un petit peu dépendants des pouvoirs prophétiques de leurs femmes. Et bien souvent, ce sont les femmes qui ont déterminé et décidé le destin de leur famille. En tout cas, notamment pour ce qui a rapport aux enfants et à la succession familiale. Donc, ce n'était pas eux qui décidaient de la tournure du futur, c'était les matriarches qui, souvent, assuraient la continuité de la famille et en tout cas du contrôle sur la descendance du peuple d'Israël. Je reviens maintenant sur l'histoire du deuxième couple de l'Alliance, ce fameux couple hollywoodien, Rivka et Yitzhak. Et dans chacun des cas où nous avons vu que Rivka était donc une jeune fille qui va puiser de l'eau, puis ça a été elle qui va être enceinte et qui va assurer le futur, et ensuite ça a été une mère qui envoie son fils Yaakov à Padan Aram. Donc dans ces trois cas, le facteur dominant de tous ces événements, ça a été la totale confiance de Rivka dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle était particulièrement déterminée. Et en tout cas, au travers des textes, on voit qu'elle montre une constance, une sûreté, un engagement pour tout ce qu'elle croit juste. Ça, c'est quelque chose de fondamental et de ça, nous pouvons tirer des leçons. À savoir que lorsque nous avons le sentiment qu'il y a quelque chose de tellement vrai, tellement juste en face de nous, nous devons tout faire et nous battre pour que ceci aboutisse. Cette détermination, c'était donc bien son trait de caractère le plus marquant. Et quand elle vit l'homme dans le champ, dit le Passouk, elle suit immédiatement que c'était l'homme de sa vie, l'homme de son destin et l'homme surtout du destin du Ham Israël. Elle le sentait. Et en ce sens, Rivka, elle est complètement l'opposé d'Yitzhak, et elle lui est complémentaire, parce qu'Yitzhak apparaît comme quelqu'un qui ne prend pas vraiment de décision, comme si c'était quelqu'un à qui les choses arrivaient. Il n'a pas été chercher sa femme déjà, et il n'y a pas de notion, on la lui a amenée. Plus tard, à chaque étape de sa vie, c'était Rivka qui décidait et agissait, et toujours avec confiance et maîtrise. Mais il faut aussi se souvenir que Yitzhak, c'est l'homme de la Hakeda, et que c'était vraiment quelqu'un qui a su assumer une épreuve terriblement difficile et douloureuse, et que très certainement, dans son fort intérieur, cet événement l'a beaucoup marqué, et a donc beaucoup joué par rapport à son, on va dire, à sa pudeur, la façon de faire les choses de façon très discrète également.
Et quand il a été nécessaire d'interroger Akadosh Baruch Hu sur les mouvements contradictoires, en tout cas entre Yaakov et Esav, les mouvements contradictoires dans les entrailles même de Rivka, elle n'a pas envoyé son mari. Elle est allée chercher elle-même l'explication. Et ça, nous le trouvons dans le passouk de Toldot, 22 et 23. Les enfants, voilà le texte, les enfants s'agitèrent violemment l'un contre l'autre en son sein, et elle dit, lorsque cela lui arriva, pourquoi cela? Pourquoi moi? Elle alla donc pour interroger Akadosh Baruch Hu. Qui plus est, elle garde l'information pour elle-même, et elle en tirera ses propres conclusions. Mais les leçons que nous pourrions tirer de ce récit, mesdemoiselles, c'est qu'en fait, dans toute sa détermination, Rivka n'a pas tenté de gouverner, de commander son mari, de peser sur sa personnalité. Elle n'a pas essayé de prendre sur elle des choses qui n'étaient pas de son domaine. Et apparemment, elle aimait, elle admirait même son mari. Alors, par exemple, quand Rebecca envoie Yaakov pour recevoir la bracha d'Yitzhak, on sent, avec bien sûr toute cette tricherie, qu'elle le fait, mais tout en conservant l'admiration de son mari, puisqu'elle sait que la bracha de son mari est une bracha qui est très très importante, qui est très dense, qui est très riche, et qui a énormément d'importance pour le Ham Israël. Donc elle sait pourquoi elle a besoin de cette bracha. Elle admire donc son fils, en fin de compte, plus que tout. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.